Permis sur un plateau, vous savez, il y a quelque chose qui est très... Mesdames, messieurs, derrière le regard dur de Lino Ventura, il y avait un homme aux principes inébranlables, capable de tourner le dos aux honneurs les plus prestigieux. À 67 ans, alors qu'il était encore célébré par le grand public, il aurait pu savourer une retraite tranquille dans la lumière. Mais au lieu de cela, il faisait face à une autre vérité, plus intime, plus douloureuse, celle des rancunes qu'il ne parvenait pas à enterrer. 5 noms, 5 figures qui, selon ses mots, avaient trahi, étouffé ou manipulé. Des cinéastes reconnus, des institutions honorifiques, des critiques influents, tous renvoyés sans appel hors de son cercle de confiance. Derrière la légende du justicier à l'écran se cachait un homme blessé par le mépris élitiste, par les jeux de pouvoir silencieux du cinéma français. Chers téléspectateurs, ce soir, vous allez découvrir le combat caché d'un géant discret, fidèle à sa parole, mais intraitable dans le pardon. Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura naît le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie. Très jeune, il rejoint la France avec sa mère, dans un contexte d'exil économique. À Paris, il grandit sans luxe ni privilège, dans un monde rude où il faut imposer le respect par la force ou le silence. Avant même d'entrer dans le monde du spectacle, Ventura s'illustre comme lutteur professionnel. Il remporte plusieurs compétitions internationales et devient une figure du catch à la française, un univers où discipline, douleur et droiture sont indissociables. Rien ne le prédestine à devenir acteur. Et pourtant, en 1954, sa vie bascule. Jacques Becker, à la recherche d'un visage authentique pour son film Touchez pas au Grisby, lui propose un rôle. Ventura accepte à contre-cœur, convaincu qu'il ne possède ni le charisme ni la formation d'un comédien. Mais le public, lui, ne s'y trompe pas. Avec son allure brutale, sa diction franche et son regard droit, Lino Ventura incarne une forme d'honnêteté que les spectateurs reconnaissent instinctivement. Il devient immédiatement un phénomène. Les années suivantes, Ventura enchaîne les rôles dans des films aujourd'hui devenus cultes. Le Deuxième Souffle, Les Tontons Flingueurs, Le Clan des Siciliens, Garde à vue ou encore Les Misérables de Robert Hossein. Sa présence à l'écran est magnétique, presque intimidante. Il n'a pas besoin d'artifice. Son naturel fait tout le travail. Il refuse les concessions, les compromissions et ne joue que des rôles dans lesquels il croit. Malgré son succès foudroyant, Ventura reste farouchement indépendant. Il n'intègre jamais la famille du cinéma. Il évite les mondanités, ne fréquente ni les festivals ni les cocktails parisiens. Il déteste les faux-semblants, les sourires forcés, les alliances tactiques. Cette distance volontaire est souvent interprétée comme de l'arrogance, voire du mépris par une partie du milieu culturel. Mais en réalité, elle traduit une fidélité profonde à ses valeurs, loyauté, franchise, silence. Ce détachement ne l'empêche pas d'être profondément aimé du public. Son image d'homme intègre, fidèle à ses convictions, résonne avec une France populaire qui se reconnaît en lui. À l'opposé des figures exubérantes de la nouvelle vague, Ventura incarne un cinéma solide, ancré dans la réalité, celui des classes laborieuses, des pères de famille, des hommes de devoir. Il est l'anti-héros par excellence, et c'est ce qui fait de lui un véritable héros. En dehors des plateaux, Lino Ventura mène une vie discrète, presque secrète. Marié à Odette depuis 1942, il reste fidèle jusqu'à la fin. Leur union, rare dans le monde de spectacle, traverse les décennies sans éclat public. Ensemble, ils fondent en 1966 l'association Personnage, dédiée à l'accueil et au soutien des enfants handicapés après la naissance de leur fille Linda, atteinte d'un handicap mental. Ce geste révèle encore une facette encore plus touchante de Ventura, celle d'un père profondément engagé, d'un homme qui transforme la douleur intime en action solidaire. Ce qui séduit dans son parcours, c'est justement ce mélange entre force brute et sensibilité retenue. Ventura, c'est la pudeur d'un homme blessé par l'injustice et la force tranquille de celui qui ne renonce jamais. Il n'a pas cherché la gloire. Elle est venue à lui, et il l'a toujours traitée avec méfiance. Cette posture singulière fait de lui un personnage à part, dont la droiture finira par se heurter à de nombreux conflits, parfois irréconciliables. Dans les années 1970, alors que Lino Ventura est au sommet de sa carrière, une fracture se dessine discrètement dans le paysage culturel français. D'un côté, le cinéma populaire, porté par des figures comme Ventura, Delon ou Belmondo, continue d'attirer des millions de spectateurs. De l'autre, une nouvelle génération de cinéastes, Truffaut, Godard, Rivet, impose un langage radicalement différent.
Pour Ventura, cette nouvelle vague n'est pas seulement une esthétique nouvelle, mais une remise en cause de tout ce à quoi il croit. La rigueur, la clarté du récit, le respect du public. Il ne cache pas son agacement face à ces œuvres expérimentales qu'il juge élitistes, voire prétentieuses. Un fossé idéologique s'installe, et Ventura s'en éloigne sans jamais vraiment s'expliquer publiquement. Dans l'intimité pourtant, ses proches rapportent des mots amers. Ils considèrent que certains jeunes réalisateurs le snobent, refusent de travailler avec lui ou insinuent qu'il incarne un cinéma dépassé, trop routinier, trop français moyen. Il n'en faut pas plus pour réveiller une blessure d'enfance, celle d'un immigré italien toujours perçu comme un intrus. La critique parisienne, souvent favorable à la nouvelle vague, accentue cette marginalisation. Certains articles moquent son jeu monolithique, son refus de se réinventer. Ventura encaisse, mais ne pardonne pas. Il lit tout, garde tout en mémoire. Il ne répond jamais publiquement, mais les noms restent gravés dans son silence. Un autre conflit plus personnel se noue dans ces mêmes années avec Jean Gabin. Leur duo à l'écran est légendaire, notamment dans Le Clan des Siciliens. Mais derrière la caméra, une tension palpable les oppose. Gabin, de nature autoritaire, occupe l'espace, impose sa présence. Ventura, pourtant respectueux, ressent parfois une forme d'étouffement. Il regrette que Gabin n'ait jamais reconnu la complémentarité de leur jeu, et surtout qu'il n'ait jamais exprimé une estime réciproque. Ce manque de reconnaissance le touche plus qu'il ne veut l'admettre. Sur un plateau, il n'y avait de place que pour lui, aurait-il confié un jour à un proche. Une admiration déçue transformée en rancune. Mais la blessure la plus paradoxale reste celle liée à Jacques Becker. L'homme qui lui a offert sa première chance au cinéma, en 1954, est devenu au fil du temps une figure que Ventura tient à distance. Non pas par ingratitude, mais parce qu'il refuse d'être vu comme une création. Il n'a jamais aimé l'idée d'être redevable. Il veut croire que son succès, son style, sa carrière, il les a forgés seul par instinct et par travail. Lorsque Becker meurt en 1960, Ventura assiste discrètement aux obsèques, sans discours, sans effusion. À ceux qui l'interrogent sur leurs relations, il répond avec froideur « Il m'a fait entrer, c'est vrai, mais ensuite je me suis débrouillé ». Une déclaration qui tranche et qui en dit long. Au-delà des individus, c'est avec l'institution tout entière que Ventura développe une forme de méfiance. Lorsqu'on lui propose la Légion d'honneur, il décline fermement. Il n'en veut pas. Il juge cette décoration trop politique, trop symbolique, trop loin de ce qu'il estime être le vrai mérite. « Je n'ai rien fait pour mériter des rubans », dit-il. Le gouvernement insiste, tente plusieurs fois, en vain. À sa mort, c'est son épouse Odette qui recevra la décoration à titre posthume, comme un hommage indirect. Ce rejet, rare dans le milieu artistique, marque la volonté absolue de Ventura de rester en dehors du système jusqu'au bout. Même dans ses engagements caritatifs, Ventura garde cette ligne de conduite. Avec Personnage, il ne cherche pas à s'afficher. Pas de gala, pas de levée de fonds médiatisée. Il finance sur ses propres cachets, visite les établissements en toute discrétion, refuse les interviews sur le sujet. Pour lui, la compassion ne se met pas en scène. C'est une affaire de conscience, pas de publicité. Ce choix, noble en apparence, le met pourtant en porte-à-faux avec certains partenaires institutionnels qui attendaient de lui une visibilité publique. Là encore, le silence devient une arme. Cette suite de ruptures, de désaccords, de refus finit par dessiner une silhouette unique dans le paysage culturel français. Celle d'un homme qui avance à contre-courant, qui refuse les codes, qui ne pardonne pas les trahisons symboliques, les humiliations voilées, les compromis inutiles. Ventura n'a jamais crié sa colère, il l'a contenue, densifiée, transformée en regard. Au fil des années 1980, alors que le cinéma français entre dans une nouvelle ère, Lino Ventura reste fidèle à ses principes. Mais dans les coulisses, les tensions se cristallisent. Il ne tourne plus qu'avec des réalisateurs de confiance, refusant obstinément les projets où il pressent le moindre compromis artistique. Certains journalistes commencent à évoquer une fermeture, d'autres parlent d'orgueil. Mais pour Ventura, il ne s'agit pas de caprice, il s'agit de dignité. Lorsqu'un magazine lui reproche d'être bloqué dans un passé disparu, il coupe tout contact avec la rédaction. Il ne veut plus entendre parler d'eux. Il classe cette presse parmi ceux qui, selon ses mots, utilisent la plume pour blesser. Un jour, dans une interview rare, on lui demande s'il regrette de ne pas avoir reçu plus de prix. Il répond sans détour. « Les seuls prix qui comptent, ce sont les regards dans la rue. » Cette phrase devient une devise. Pour lui,
Le cinéma n'est pas un cercle fermé, mais un miroir pour le public. Les critiques peuvent bien le bouder, les jurys peuvent bien l'oublier, il sait que les spectateurs, eux, ne l'ont jamais trahi. Mais cette fidélité populaire ne suffit pas à apaiser certaines blessures. L'affaire qui le touche profondément survient en 1985, lorsqu'un grand festival international décide de lui remettre un prix pour l'ensemble de sa carrière. Ventura, dans un premier temps, accepte. Puis, à la dernière minute, il annule sa venue sans explication publique. En privé, il confie à son épouse qu'il a appris que 2 membres du jury sont des critiques qu'il avait enterrés vivants quelques années auparavant. Pour lui, recevoir ce prix serait un mensonge. Il préfère se retirer, une fois de plus, dans son silence. Ses rares apparitions dans les médias sont pesées, mesurées. Il n'accorde d'interviews qu'à ceux qu'il estime sincères. Lors d'un passage télévisé en 1986, un animateur tente une provocation. « Et si je vous disais que vous êtes peut-être un peu trop rigide ?» Ventura sourit, puis répond lentement « Mieux vaut être droit et seul que courbé et applaudi. » Le plateau reste silencieux. Le public applaudit. Ce moment devient culte. À la même période, un débat agite la sphère culturelle. Faut-il accorder la Légion d'honneur à certaines figures populaires du cinéma ? Le nom de Ventura revient fréquemment, souvent cité comme le grand oublié. Le ministère de la Culture tente une dernière approche. Il décline une fois encore. Cette fois, la lettre est claire. « Je ne souhaite pas être décoré pour avoir fait mon travail. » Les journaux s'interrogent. Certains le félicitent, d'autres l'accusent de snobisme. Lui ne répond pas. Mais en coulisses, ses proches rapportent un sentiment d'amertume, non pas pour la médaille, mais pour le malentendu profond qu'elle représente. Au cœur de ces années de silence, un élément reste constant, son engagement auprès de personnages. Lino Ventura consacre une partie de ses revenus à l'association, supervise personnellement l'ouverture de nouveaux centres et reste en contact régulier avec les familles. Pour ses enfants, qu'il appelle affectueusement ses petits guerriers, il trouve les mots qu'il ne donne plus aux adultes. Il n'attend aucun merci, aucune caméra, aucun hommage. Il agit, simplement. Et pourtant, dans cette volonté de rester en retrait, il y a une solitude croissante. Ses amis du métier vieillissent, certains disparaissent. Il ne cherche pas à les remplacer. Il refuse les hommages télévisés, les tables rondes sur la carrière de Lino Ventura. Il dit souvent « Je suis encore vivant, ne me parlez pas comme si j'étais déjà mort ». Ce refus de l'adieu anticipé est peut-être le cri silencieux d'un homme qui, malgré son armure, ressent encore les blessures du passé. Le 22 octobre 1987, au petit matin, Lino Ventura s'éteint dans sa maison de Saint-Cloud, victime d'une crise cardiaque. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre dans le paysage culturel français. L'homme qui refusait les tapis rouges, les médailles et les discours posthumes devient malgré lui une figure nationale de deuil. Les journaux, soudain émus, lui consacrent leur une. Ceux-là même qu'il avait parfois ignorés ou critiqués rendent désormais hommage à l'acteur du peuple. Une ironie discrète que ses proches n'ignorent pas. Ce matin-là, c'est Odette, son épouse de toujours, qui découvre son corps. Il s'est élevé tôt, comme à son habitude. Dans le salon, les journaux de la veille sont encore ouverts. Un article annonçait la nomination d'un acteur plus jeune à la Légion d'honneur. On ne saura jamais si cela l'avait touché. Aucun mot n'a été laissé, aucun testament émotionnel. Fidèle à lui-même, Ventura est parti dans le silence, sans mise en scène, sans adieu. Les funérailles ont lieu quelques jours plus tard dans la plus stricte intimité. Pas de caméra, pas de parterre de stars. Juste la famille, quelques amis proches et surtout les enfants de Persneige. Certains, en fauteuil roulant, apportent des dessins, des lettres. L'un d'eux chuchote « Merci Lino ». Ce simple mot suffit à résumer une vie. Dans les jours qui suivent, Odette Ventura reçoit une lettre officielle. La République française, par décret exceptionnel, lui remet la Légion d'honneur au nom de son mari. Elle accepte, non pas pour lui, mais pour la mémoire de ses combats. Lorsqu'on l'interroge sur son geste, elle répond simplement « Il n'aurait pas voulu, mais il aurait compris ». Ce moment scelle la dernière page d'une histoire faite de refus, de fidélité et de silence lourd de sens. Lino Ventura est mort comme il a vécu, en retrait des projecteurs, fidèle à ses principes, entouré de ceux qui comptaient vraiment. Sa voix ne résonne plus dans les salles obscures, mais son regard, lui, reste gravé dans la mémoire collective, celui d'un homme qui n'a jamais triché.
Chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'un homme qui ne pardonne pas? Est-ce un cœur fermé ou un homme trop blessé pour faire semblant? Lino Ventura, jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais cédé à l'hypocrisie des honneurs ni au masque du milieu artistique. Il a refusé les décorations, les compromis, les alliances superficielles. Il a dit non. Non aux critiques qui l'ont méprisé, non aux institutions qui l'ont ignoré, non à une reconnaissance tardive qui lui semblait fausse. Et pourtant, dans son silence, il a agi. Il a construit des refuges pour des enfants qu'aucun projecteur ne regarde. Il a aimé sa famille avec une constance rare. Il a regardé son métier comme un artisan, pas comme un dieu. Aujourd'hui encore, ses films sont rediffusés, ses répliques citées, sa droiture admirée. Mais derrière l'icône, il reste cette question. Peut-on bâtir une légende sans jamais pardonner? Ou bien est-ce précisément ce refus qui le rend inoubliable? Mesdames, messieurs, peut-être que Lino Ventura n'a jamais pardonné aux autres, mais s'est-il jamais pardonné à lui-même? Une énigme, à la hauteur de l'homme qu'il fut.